Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur Twi TV et en simultané sur Watt FM pour votre émission Le Tribunal de l'actualité. C'est le plus grand rendez-vous de l'information d'ici et d'ailleurs et je suis Serge Kaboré, celui-là même qui préside ce tribunal en ce jour 4 juillet 2022. Et pour la présente convocation, je suis accompagné par les juges au siège à qui nous disons bonjour. Alors, doyen des juges, va. Bonjour. Président, bonjour juge Bougouba, bonjour juge Noussa, bonjour téléspectateurs et auditeurs. C'est un plaisir d'être là pour ce début de semaine. Oui, bonjour juge Vaha, bonjour juge Ouedraogo, bonjour président, bonjour madame, messieurs. Madame, messieurs, bonjour et président, bonjour. Messieurs les juges, bonjour. Pour la première convocation de la semaine, un sujet a été enrôlé. Il sera essentiellement question au cours de cette émission des conclusions du sommet des chefs d'État de la CEDEAO sur les cas du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. Voici planter le décor, mais d'abord les avant-propos. Juge Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est ce qui nous a été donné en termes de photographie statistique du Burkina Faso parlant de population la semaine dernière. C'est très intéressant, en tout cas, parce que ça permet en termes d'indicateurs, de guider les politiques que nous avons. Et on se rend compte qu'on a une population qui est vraiment jeune. On parle d'une moyenne d'âge de 20 ans. En gros, ceux qui font les plus de 65 ans, c'est seulement 3% de la population. Quand on prend les moins de 15 ans, c'est une bonne marge. On a une population qui est vraiment jeune. Et quand on regarde, ça veut dire qu'il y a une dépendance qui est forte. Mais en même temps, il y a une obligation qui est la nôtre. Si on veut saisir cette opportunité-là, c'est éduquer cette population-là. Parce que c'est la nation de demain. Et c'est vrai qu'on a entendu aussi en même temps le ministre qui parlait de la question de maîtriser les naissances. En tout cas, il y a un vieux débat sur la question des thèses populationnistes et tout. Mais on est vraiment interpellé au regard de notre structure d'âge. Ça veut dire très clairement que il y a une conscience à prendre et on est parce que il y a pas longtemps on vendait le dividende démographique et tout. Ça veut dire que cette jeunesse est une opportunité. Maintenant, pour qu'elle le soit, pour qu'elle permette de construire ce Faso-là, il faudrait commencer déjà à l'éduquer. Et ça demande de l'investissement, pas seulement en argent, mais il faudrait qu'il y ait un État vraiment responsable qui trace la voie pour cette jeunesse-là, qui est gagnée, et quand vous regardez encore les chiffres, par une autre réalité aussi, c'est le chômage. Je parle du pays qui est celui des hommes intègres. On est vraiment gagné par le chômage. Et il y a une certaine disparité quand on regarde selon les différentes régions. Donc c'est vraiment intéressant le travail qui a été mené. Il y a beaucoup de richesses dans ce que cela nous partage, mais qui est une photographie aussi qui date de 2019. Maintenant, je termine par ce que nous avons comme réalité, c'est que on ne peut pas bonifier ces statistiques-là au fil du temps. Il faut encore marquer une halte à un moment donné, chercher des fonds, des milliards pour savoir combien on est et puis quelle est la proportion de femmes, quelle est la proportion d'hommes, des personnes âgées et tout et tout. Alors que dans certains pays où ils sont arrivés à avoir une administration qui soit vraiment informatisée avec tout ce que vous voyez, où les déclarations de naissance se font assez naturellement et ça induit en même temps les bases de données que nous avons et tout, mais nous n'y sommes pas. C'est pour ça qu'il faut travailler. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez des politiques que vous essayez de dégager, en fait, vous êtes à témoin. Donc, c'est un peu difficile en termes de projection. Donc, ça nous interpelle, mais c'est un bon travail qui a été mené. C'est beaucoup d'enseignements. J'invite les uns et les autres à aller regarder. D'accord. Alors, juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Alors, ce qui retient notre attention, c'est naturellement, nous sommes lundi. C'est pour souhaiter une très bonne semaine aux uns et aux autres. Il y en a qui ont eu le baccalauréat, il y en a qui il y a un second tour qui vient. La saison pluvieuse également bat son plein, avec quelques des retards dans certaines localités, mais aussi une saison qu'on aborde, je dis bien, avec beaucoup de courage et de sérénité, même si dans certaines zones c'est compliqué compte tenu de la situation. Donc je dirais que je souhaite une très bonne semaine aux uns et aux autres, beaucoup de courage, de persévérance, et vivement que les uns et les autres, chacun arrive à faire ce qu'il aime, ce qui lui plaît, avec suffisamment d'enthousiasme et de passion. Donc beaucoup de courage à tout le monde et excellente semaine. D'accord. Alors, Jules Ouedraogo, qu'est-ce qui a retenu votre attention pour la présente convocation?
Moi, je voudrais rendre un vibrant hommage à un corps de métier, les agents de santé. Qu'ils soient médecins, qu'ils soient infirmiers, qu'ils soient sages-femmes et tous les autres corps de métier de la santé. Je voudrais les saluer ce matin et dire qu'ils font un travail formidable dans des conditions extrêmement difficiles très souvent. Et quand on regarde Ouagadougou, qui est la capitale, et on regarde les conditions dans lesquelles ces agents-là travaillent et qu'on essaie de penser un peu à ce qu'ils pourraient faire ou à ce qu'ils font dans nos villages, dans nos provinces, on ne peut que s'incliner devant eux parce qu'ils abattent un travail formidable. Et comme je l'ai dit, souvent dans des conditions extrêmement difficiles, souvent sans eau potable, souvent sans électricité et souvent dans des conditions insalubres. Et c'est pour moi l'occasion ce matin de leur dire que nous pensons à eux. Nous les encourageons à continuer comme cela et à inviter aussi les populations à leur faciliter le travail parce qu'ils sont souvent dans le stress permanent. Et il faut comprendre souvent qu'on peut ne pas toujours parvenir à obtenir des résultats positifs. Et donc, je pense à eux ce matin, je leur dis bonjour et les encourager en ce début de semaine à donner le meilleur d'eux-mêmes afin que les Burkinabés demeurent dans la santé. Alors, réunis à Accra ce 3 juillet en faveur du sommet de la CEDEAO, les dirigeants ouest-africains ont levé les sanctions, les menaces de sanctions qui pesaient sur le Burkina Faso et se sont accordés pour 2 années de transition. Quelle est votre appréciation, juge Vaha? Bon, d'abord, quoi qu'on dise, on appartient à un espace pour lequel on a signé un certain nombre d'engagements et qui a des règles. Et je pense que c'est au regard de cela que nous sommes convoqués, et je parle du Burkina, sur ce qui nous intéresse au premier chef, mais au regard aussi des engagements que nous avons avec les autres, parce qu'on a tous accepté d'avoir un dénominateur commun, c'est celui de faire d'abord exprimer, mais aussi perdurer la démocratie dans ses règles. Je pense que c'est au nom de cela que, malgré les turpitudes dans lesquelles nous sommes, se disant que nous sommes dans tous les cas indépendants, nous sommes aussi dans un espace avec des vases communicants et nous avons accepté d'y être de par des conventions. Et donc c'est normal que la question burkinabé, tout comme celle malienne, tout comme celle guinéenne, vienne sur la table d'autres chefs d'État parce que c'est ainsi et nous avons accepté de commun accord que ce soit ainsi. Et donc quand ceci est dit, il faut comprendre qu'on n'évolue plus seul. Et c'est pour cela qu'on soumet même un agenda électoral, on soumet même un agenda de la transition à d'autres pairs, on dira comme ça, de la sous-région. Et ce qui s'est passé à Accra, c'est la suite logique de beaucoup d'autres rendez-vous qu'il y avait eu avant, pour ce qui est des transitions qui se mènent dans les 3 pays après le coup d'État. Et pour la partie burkinabé, on a récemment vu comment les partis politiques ont été appelés et auxquels on a présenté un calendrier qui allait jusqu'à février 2025, si ma mémoire est bonne, pour un retour à l'ordre normal. Mais cela devrait être proposé, selon ce que disait le Premier ministre, au médiateur qui était venu quelques heures avant le sommet de Accra. Et puis, on a vu ce que ça a donné à Accra. Mais j'ai l'impression que, bon, les propositions, en fait, c'était pas trop ce que le Premier ministre nous avait dit, si ce n'est que lui-même avait entrevu qu'il pourrait y avoir, en termes de délai, un raccourcissement possible. Mais en fait, il n'était plus dans le champ des possibilités. En fait, il y avait d'autres choses qui avaient été proposées, mais qu'on n'avait pas mis sur la place publique. Mais quand on lit le communiqué de fin, il y a 2 éléments majeurs qui sont présentés qui font un peu la main moins lourde à l'endroit du Burkina, parce qu'on demeure suspendu, ça c'est une réalité. On avait des sanctions qui avaient été prises c'est depuis quoi? C'est mai non? Depuis mars, et qui n'avaient pas été appliquées de façon effective. Donc il y avait comme un genre d'épée de Damoclès qui nous tournait sur la tête. Donc on a eu un regard favorable, ça il faut le dire de façon claire. Et je dis, il y avait 2 éléments qui ont été mis en avant. C'est d'abord la question de notre calendrier, 2 années que nous proposions,
En tout cas, c'est la proposition burkinabé, et avec une sortie pour juillet 2024, si ma mémoire est bonne. Et puis le deuxième élément, c'est l'élargissement de l'ancien président Roch Kaboré dans ce qui était un peu si on pourrait appeler cela détention en tout cas, ou bien en résidence surveillée. C'est les deux éléments qui avaient été présentés. Et vous avez souvenance qu'on a eu, même le week-end, un document, un communiqué fait sur la question de la liberté de l'ancien président Roch Kaboré, signé de samedi. Donc, ceci expliquait donc cela. Donc, on a compris un peu entre les lignes que voilà. Mais donc, quand vous lisez le communiqué, ce sont les deux éléments, en tout cas, qui sont mis en avant pour qu'il y ait cette main moins lourde sur le Burkina Faso. Moi, je dis, on l'accueille favorablement parce qu'on a vu comment le Mali, même avec parce qu'on va en parler aussi, le Mali, même avec la fierté qui était la sienne et tout, mais subissait quand même les affres de pression relative aux frontières fermées ou de sanctions financières et tout. Et ça planait sur le Burkina Faso. Quand on évite cela, avec les conditions qui sont les nôtres, celles de menaces concernant la famine et autres choses, avec les déplacés qui sont encore plus nombreux, si à cela devrait s'ajouter des sanctions financières ou bien des fermetures de frontières, c'était sûr que ça n'allait pas aller. Donc c'est quelque chose qu'on évite, qui pour moi est très bien. Maintenant, la question des 2 ans, je ne pense pas que dans le débat, même sur la scène politique nationale, on a attendu la CEDEAO pour cela. Les premières propositions qui ont été celles des 15, comme on aimait les appeler pour les 15 jours, ça a été 2 ans de transition, si on se rappelle encore. Ça n'est qu'en élargissant les discussions au niveau des assises qu'on en est arrivé à 3, ça il faut se le rappeler. Et puis on a eu des autorités qui se sont mis dans ce confort-là pour nous le proposer et vouloir le faire passer. On revient à la question des 24 mois. Peut-être que ça va contenter certains qui le pensaient depuis fort longtemps. Mais bon, ce sont les premières impressions. D'accord. Alors, 2 années accordées par la communauté des chefs d'État de la CEDEAO au Burkina, initiale en lieu et place des 3 années qui avaient été proposées à l'issue des assises nationales. Quelle est votre appréciation, juge Bougma? Est-ce que c'est bon à prendre? Bon, est-ce que c'est bon à prendre? Je ne sais pas, mais d'ailleurs, je vais répéter, comment on appelle ça, affirmer la dernière fois que c'était ce que les militaires même avaient demandé à la commission technique. La commission technique avait dit 2 ans et demi. Ça veut dire qu'elle ne s'était pas trompée. Parce que, je dis bien, ce sont les mêmes militaires qui sont venus dire qu'ils ont besoin d'1 an pour reconquérir le territoire, 1 an pour stabiliser. En ce moment, on peut parler élection. Donc, la commission technique dit, bon, ok, vous avez 1 an pour la sécurisation, la stabilisation, 1 an réellement pour conforter les acquis. Bon, les 6 autres mois, on les prend pour organiser les élections. Donc, 24 mois et demi, et 2 ans et demi, comme on appelle ça. Et à la grande surprise, c'est aux assises nationales qu'avec certaines OSC qui voulaient un certain nombre de choses, on dit, bon, ok, nous, vous concerne même 3 ans. Mais voilà la contrepartie. Donc, en fait, il y a eu ce deal-là qui a sapé aussi, quoi qu'il en soit, quoi qu'on dise, le travail de cette commission technique qui s'est fait avoir. Ils sont venus travailler, on dit bénévolement, il n'y aura rien, il n'y aura pas de rétribution. Je ne sais pas comment est-ce qu'eux aussi ils ont cru à cela. Comment est-ce que vous êtes laissé embarquer sur la base d'une bonne foi, d'une affirmation comme ça? J'ai dit, mais la suite, on la connaît. Donc, pour revenir à l'essentiel, j'ai dit, c'est ce que les militaires même avaient demandé à la commission technique. Aux assises, on donne 36 mois. Je faisais partie de ceux qui étaient étonnés de cette rallonge quand on tient compte des données techniques que celui qui occupe le terrain pour la sécurisation a dit. Donc la CEDEAO ramène les choses à leur juste proportion. Je pense que si Ouagadougou se plie face à ces 24 mois de la CEDEAO, c'est parce que naturellement ça rentre dans le cadre de ce que également Ouagadougou avait voulu. Je dis bien dès le départ. Donc il y a un certain nombre de choses qui se sont intégrées dans notre transition qui à un moment donné ça a changé le cours des choses. Mais je dis bien et je répète que bon à prendre, est-ce qu'on pouvait tenir tête, je ne sais pas, parce que contrairement aux Maliens, peut-être on va en parler, ont su avoir suffisamment de longueur d'avance sur la CEDEAO, parce que les Maliens ont réussi à fédérer à l'intérieur même un certain nombre de choses. Mais nous, même dans la démarche pour caler le calendrier électoral, on a vu tout ce bruit. On a manqué de méthode. Donc, et c'est comme s'il y avait des choses à cacher. Et donc, la classe politique se méfie. Et
plusieurs entités de cette classe politique ont été claires. Nous n'avons pas été associés, on nous a informés, on n'est même pas d'accord également avec ce qui a été proposé. Pour éviter ces choses, il fallait faire un travail, j'ai dit bien consensuel. S'ils peuvent représenter à l'ALT 2-2 à l'ALT par entité politique, les réunir encore 2-2, on ne serait même pas nombreux, pour pouvoir dire, on travaille sur le calendrier. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que les assises ont dit 36 mois, mais n'oublions pas, tenons compte aussi des exigences de la CEDEAO. Est-ce que nous sommes capables de tenir tête à la CEDEAO? Sinon, ok. Si oui, ok. Donc la preuve, c'est on dit non, c'est les assises qui ont adopté la CEDEAO pour rien. Hey, attention. Nous vivons dans cet espace communautaire et ce n'est pas aussi évident. Donc les Maliens ont voulu 5 ans. 24 mois, c'est même pas la moitié de 5 ans. Parce que la moitié de 5 ans, c'est 2 mois et demi. 2 ans. Pardon, 2 ans et demi. Ils ont pris 2 ans. Mais ils ont voulu 5 ans au départ. Mais ça a été même adopté là-bas par le CNT malien, mais la suite on la connaît. Donc il fallait également être réaliste, il n'y a rien à cacher. Et que les élections c'est pour les acteurs politiques. On dit à l'ONA d'envoyer 2, l'ex-majorité 2, l'ex-IFOP 2, autre parti 2, ça fait combien de personnes? Plus les 7 autres qu'on présente comme civils et militaires qui sont réunis, ça fait combien de personnes? Avec maintenant 2 autres acteurs de la société civile, on écrit à Jonas Yen qui préside le Conseil national des organisations de la société civile burkinabé, qui vous envoie 2 autres personnes, c'est réglé. On travaille sur un calendrier clair. En ce moment, nous-mêmes, nous nous présentons à la CEDEAO de façon unanime. 36 mois, où on travaille sur 24 mois, mais au moins, on aura l'unanimité. Mais vous trouvez des gens qui font un travail de labo pour les concerner eux-mêmes et vous dire que c'est une information, naturellement. Cette classe politique, j'ai dit bien, qui a repris du poil de la bête. Regardez ce week-end, tous les plateaux, c'est des hommes politiques. Avant, il fallait l'appeler même pour dire bonjour, je ne vais pas décrocher, craignez que vous l'invitez à une émission. Mais aujourd'hui, ils sont ressortis des bois. Donc, ils ont repris du poil de la bête, surtout que le MPSR également, comme on appelle ça, qui avait été présenté, qu'ils vont dissoudre quand tous les organes seront mis en place. Mais je viens de suivre le ministre de la Jeunesse, mais c'est qu'il l'affirme. Ce week-end, ce n'est pas un PSR qui a disparu, puisqu'il n'y a pas d'idéologie d'ailleurs. Donc, les hommes politiques aussi ont compris, vous êtes politisés. Bon, à la guerre comme à la guerre, ça devient politique. Donc, je dis, est-ce que c'est bon à prendre ou pas? Est-ce que d'ailleurs on avait le choix? Ça, voilà. D'accord. Est-ce que le rapport du médiateur de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, qui a rencontré les différents acteurs, les premiers 2 jeux ici à Ouagadougou, a pesé sur la balance? C'est possible. Évidemment que le travail qui a été fait par Mahamadou Issoufou a dû être pris en compte par les acteurs, par les chefs d'État de la CEDEAO. Donc je pense que oui. Mahamadou Issoufou a rencontré ici des acteurs politiques, il a rencontré les acteurs de la transition, des acteurs de la société civile, certains leaders d'opinion. Donc évidemment, l'ensemble de ces propositions-là a dû être mis sur la table des présidents au niveau de la CEDEAO. Mais je pense aussi que, nous sommes dans un espace CEDEAO, c'est vrai, où il y a des règles, etc. Mais je me demande, c'est sur la base de quel article que la CEDEAO décide d'octroyer 2 ans par-ci, 3 ans par-là. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi la CEDEAO se substitue au peuple? Moi, je suis par principe souverainiste et je pense qu'il appartient au peuple de décider combien d'années il donne à tel ou tel acteur politique qui soit s'est invité à la table par la force ou par des élections. Mais quand c'est la CEDEAO qui décide désormais, donc on peut faire le coup d'État. Maintenant, la CEDEAO va donner des délais. En fait, de façon simple, c'est ce que moi je retiens au finish. Si tu as la force, tu fais ton putsch. Et puis après, on va négocier les délais avec la CEDEAO. On va dire 3 ans, 4 ans, et puis on va faire barca comme au marché, on négocie, et puis on tombe sur un truc acceptable de 2 ans, de 2 ans et demi ou de 18 mois. Mais tant qu'on va marchander notre démocratie de cette façon-là, nos institutions de cette façon-là, évidemment, on sera dans un perpétuel recommencement. C'est vrai, c'est arrivé, mais moi, je ne comprends pas que la CEDEAO ne puisse pas asseoir l'ensemble des acteurs au niveau national pour poser le débat. Tous les acteurs de la société civile au Burkina majeur ont donné de la voix pour indiquer qu'ils n'ont pas été associés à ces assises nationales. Mais qu'est-ce que ça a changé? Tous les acteurs politiques n'ont pas été associés, on a tous suivi.
Qu'est-ce que ça a changé? Donc, on revient à la case départ où le MPSR avait demandé, ou disons le comité technique avait proposé 2 ans et demi, et on est dans les 2 ans et demi. Et je ne sais pas sur la base de quoi on décide que notre transition commence à partir du 1er juillet. Pourquoi tout cela? Alors que nous savons tous que c'est le 24 janvier que le MPSR a pris le pouvoir. Donc s'il y a à décompter, on compte à partir de là. Sauf à nous dire que tous les actes qui ont été pris pendant les 5 mois là, on remet tout le compteur à zéro. Donc ça ne tient pas. Sinon, pourquoi c'est à partir du 1er juillet qu'on commence à compter? Moi, je veux bien comprendre. Donc, en réalité, on n'a pas 24 mois. Ce n'est pas 2 ans, mais c'est 2 ans et demi, 2 ans, 5 mois. Donc, il faut que sur ces calculs-là, déjà, on soit réglo. Et qu'ensuite, on associe les acteurs. Je ne pense pas que la rencontre que Mamadou Issoufou, le médiateur, a eue avec certains acteurs de la classe politique peut juste déterminer qu'on décide que le calendrier, c'est 2 ans et demi, sur la base de quoi? Donc, pour moi, on a fait du saupoudrage, on a pris des décisions, mais malheureusement, la crise elle-même demeure. La raison fondamentale pour laquelle le MPSR a pris le pouvoir là est un problème qui est posé et qui a besoin d'être résolu. Comment on résout ça? La question sécuritaire. On est tous unanimes pour dire que, quand bien même on nous dit que l'armée monte en puissance, on est unanime pour dire que la situation sur le terrain n'est pas reluisante. Les populations souffrent. Le pays est au bord du gouffre, s'il n'est même pas déjà dans le gouffre. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des questions majeures qui ne sont malheureusement pas discutées, mais on est encore sur des questions de calendrier électoral. Et malheureusement, les populations continuent à souffrir dans leur coin. Donc on n'a pas résolu le problème. On a certes adopté un calendrier. Bon, on peut se dire que ça permet de réduire de quelques mois le nombre d'années où que le MPSR aurait à passer au pouvoir, mais on ne résout pas les questions de fond. Et c'est ça qui est dommage. D'accord. Alors, plusieurs sommets extraordinaires sur des questions liées à 3 États, notamment en termes de coup d'État. Au finish, des années de transition qui sont revues à la baisse. Est-ce qu'on n'est pas en train de légitimer d'une certaine façon les coups d'État au niveau de la CEDEAO? Je ne pense pas que ce soit les discussions par après qui légitiment quoi que ce soit. Ces coups d'État sont souvent la conséquence de l'inconséquence même aussi de ces chefs-là d'État, je veux dire, qui ne sont pas prompts à condamner ceux des leurs qui ont des décisions chrysogènes. Regardez le cas de la Guinée. Mais là où était en train de mener, là où l'ancien président guinéen était en train d'emmener la Guinée, il n'y avait pas besoin de faire Sciences Po pour voir que ça allait arriver à ça. Mais les autres lui ont dit quoi? Quand il était en train de s'entêter. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on prend le cas du Burkina, à peine réélu, voilà qu'il est tombé. Personne, même dans son camp, ne sort pour le défendre. Parce que, relativement à la question sécuritaire, on avait senti un genre de léthargie ou presque d'indécision ou de confort de la part de personnes, alors qu'on est dans une situation qui est vraiment difficile. Ça, c'est une réalité. Vous prenez le cas du Mali, c'était pareil. On ne va pas vous rappeler les scandales du fils de l'ancien président. Et même sa façon de gérer les choses, les affaires de corruption. Donc, quand vous avez ces éléments-là dans la plupart des pays, et que ceux qui devraient se parler et se dire la vérité, on a l'impression que c'est plutôt un genre de syndicat, on ne tente que de se protéger, mais ça donne ça à la fin. Et même quand on regarde nos textes, même au niveau de la CEDEAO, la dernière fois lorsqu'on discutait avec le président nigérien, il disait que c'était dans les couloirs, il tentait de discuter sur quelle forme trouver, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est vrai qu'ils ont tenté de verrouiller les choses, mais pas assez. Sur la question des constitutions, la non-révision avec des délais et tout, mais il y a la question par exemple des mandats au-delà de 2. Avec une petite chose qu'on change, une virgule ou quoi que ce soit, et puis après on vient dire que la loi n'est pas rétroactive, donc je peux continuer. C'est des choses qui se font. On a vu en Côte d'Ivoire comment c'est en train de se faire. Mais
est-ce que ce ne sont pas là des décisions qui sont chrysogènes? Est-ce que, quand on regarde, ce ne sont pas des trajectoires qu'on dessine vraiment vers des gouffres? C'est gros, ça vient gros comme une montagne. Donc, tant qu'ils ne sont pas sincères avec eux, ce n'est pas une question de légitimer les coups d'État ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt d'asseoir toutes les conditions pour que ce genre de choses-là arrive. Et s'ils ne se parlent pas, s'il n'y a pas il n'y a pas de sincérité et de courage à l'endroit de l'un des leurs qui commence à dérailler, ça va continuer d'être comme ça. Et après, on viendra dans l'assistanat ou vers certains peuples, où on viendra avec des sanctions pour tenter de ramener les choses à la normale en mettant une pression autour de militaires venus au pouvoir. Et ça sera le perpétuel recommencement, et pour moi c'est ce qui est dangereux. Mais je veux revenir sur le cas burkinabé dont on parlait tout à l'heure. Je pense qu'il nous a fait bien de remarquer qu'on est déjà à 2 ans, 6 mois quand on regarde ce qui vient être accordé. Mais moi je vais plus loin. Est-ce qu'on n'aura pas les 3 ans à la fin? Juillet, pratiquement, ce n'est pas les saisons pluvieuses, c'est quand on fait des élections en saison pluvieuse. Il y aura trop de prétextes pour pouvoir reporter encore aux dates qu'on connaît habituellement, octobre, novembre. Et puis on est parti, on a bouclé les 6 mois, c'est fini. On a bouclé les 6 derniers mois, on en a fait les 3 ans. Bon, maintenant le débat aussi n'est pas forcément d'être dans le détail sur une question de mois ou ceci ou cela. Il y a la question sécuritaire qui est pour moi la question principale. La semaine dernière, elle a été pour moi capitale en termes de sortie et en termes d'éléments envoyés à qui veut comprendre et qui veut entendre. Quand vous avez la chefferie qui est sortie et qui dit la situation est tellement grave qu'on ne peut plus continuer de rester silencieux, il faut qu'on brise le silence. Je pense que les uns et les autres doivent comprendre. Quand on nous dit oui, montez en puissance, mais cette chefferie-là, c'est dire, ils se sont réunis, ils disent ça ne va pas. Prenez l'engagement que vous avez pris de restaurer là. Il faudrait que vous le fassiez parce que c'est impérieux. Donc on est dans une dichotomie communicationnelle. C'est-à-dire quand on regarde, soit il y a un qui ment, qui ne nous dit pas la vérité, ou bien il ne comprend plus rien. Le vrai diagnostic conduit vers un bon remède. Si vous ne voulez pas dire la vérité sur ce qui est, vous risquez de vous tromper de façon très grave. Il faut qu'on commence à accepter que ça ne va pas. Quand on regarde le nombre de déplacés là, il n'y a pas besoin de cacher ou bien d'expliquer le mal là autrement à quelqu'un d'autre. Ça ne va pas. La question sécurité là, ça ne va pas. On ne va pas dire que c'est le prétexte pour que nous on allonge des délais. C'est pas de ça qu'il s'agit. Vous avez fait un coup d'État pour ça. Vous avez fait un coup d'État pour ça. Et donc, il faudrait que sur ce chapitre-là, l'engagement que vous avez pris au départ, là, vous puissiez le respecter. Parce que c'est comme ça aussi qu'on va venir à un ordre normal. Il ne s'agit pas de faire un coup d'État, de laisser le pourrissement et puis le léguer à quelqu'un après. Sinon, pourquoi nous mettre dans une période d'incertitude comme ça, juste pour revenir encore en arrière? Ça ne nous aura pas sauvés. Et je crois que, et même les débats qu'on fait, CEDEAO et tout, mais le Premier ministre, il est venu, il a eu une rencontre d'information avec les partis politiques. Ce n'est pas la CEDEAO qui va décider du calendrier, c'est les partis politiques encore avec lesquels ils vont discuter pour voir qu'est-ce qui est faisable. Donc, je crois aussi qu'il y a la méthode. Elle a été critiquée par beaucoup de partis politiques. Donc, sur la question de l'agenda et du calendrier, ils seront obligés de revenir avec ceux qui vont compétir à ces élections-là pour pouvoir discuter de comment est-ce qu'on y va. Et je pense que ça aussi, c'est très important. Lorsqu'on dit non, tous les fils doivent être unis, tous les fils doivent être ensemble pour discuter des questions qui sont majeures pour ce qui est du FASO, ça passe aussi par ça. Parce que ceux qui vont candidater, ceux qui seront à ces élections-là et qui viendront nous présenter des programmes, c'est des partis politiques. Vous ne pouvez pas faire les choses sans eux et puis venir à la fin dire que voilà comment ça va se passer. Ils doivent revenir encore et discuter dans des cadres dans lesquels cela est possible. Et ils doivent mettre ces cadres-là en place. Et pour moi, ça, c'est très important. D'accord. On a également vu ce communiqué du gouvernement qui annonçait la libération, cette fois-ci totale, de l'ancien président Roch Kaboré. Est-ce qu'on a eu une confirmation et est-ce que ça pourrait permettre de décrisper un peu l'atmosphère au plan national? La première confirmation est venue de la PMP, donc l'ex-parti au pouvoir, qui confirme que, à travers un communiqué, que ça l'est. La deuxième confirmation est venue par des sources que nous avons joints au téléphone, donc nous ne pouvons pas révéler, qui sont allées d'elles-mêmes, ces mêmes sources sont allées d'elles-mêmes,
et voir comment est-ce que les choses se passent. Donc il y a beaucoup plus de facilité d'accès et tout. Ce qui reste, c'est des derniers réglages, comme on le dit, pour sa sécurité, pour sa garde, parce qu'il faudrait une garde dont il va contribuer aussi naturellement à former les élans, parce que c'est ça aussi, c'est sa liberté. Donc, mais en tout cas, et que les jours à venir, il y aura même des séances de travaux avec qui des droits. Donc, tout porte à croire qu'effectivement, maintenant, bon, la libération est totale. Là, si je dis bien les derniers réglages par rapport aux aspects sécuritaires et tout. Donc, c'est ce qu'on a eu comme information. Ça vient comme une bouffée d'oxygène pour ceux qui sont attachés au respect des droits humains, ceux qui sont attachés au respect de la liberté des uns et des autres, voulu par la Constitution, consacré également par l'acte fondamental du MPSR, d'ailleurs, à son arrivée au pouvoir à un moment donné, donc, et ensuite par la charte de la transition. Donc, je pense que l'un dans l'autre, c'est arrivé parce qu'il y a un Damiba également qui veut souffler, quoi. Parce que les pressions viennent de toutes parts. Au front, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des Burkinabés. Plus de 4 mois donnés comme délai, parce qu'il a donné 5 mois, mais plus les mois passent, ce qui était donné comme espoir ne reflète pas la réalité de terrain. Donc il y a cela. Ensuite, il y a cette pression, je dis bien de la CEDEAO, et puis il y a les hommes politiques qui ont repris du poil de la bête, et puis n'est pas libéré Roch, ça donne également du grain à moudre à ses ouailles et à ceux qui se battent pour cela. Donc je dis bien, est-ce que on pouvait tenir. Et puis, c'est même pas une affaire de est-ce que le MPSR pouvait tenir en gardant le président Kaboré. Ce n'est pas ça d'abord. La question, c'est une violation flagrante de, comment on appelle ça, de droit d'un citoyen. Et j'ai vu un avocat, homme politique, qui était tout heureux et qui l'affirme sur sa page, parce que le chef de l'État, Damiba, a reçu les anciens chefs de l'État, et pour lui, c'est une bonne chose. Bon, moi, ça m'a étonné, pour un défenseur des droits humains, être content de ce qu'un prisonnier ait été sorti dans ces conditions humiliantes pour aller, et puis voilà. Mais maintenant que c'est officiel, là, si Damiba reçoit le président Kaboré, ce n'est plus le détenu qui le reçoit, mais c'est l'ancien président qui le reçoit. En ce moment, c'est plus facile de regarder un certain nombre de choses. Est-ce qu'il fallait le sortir avec vidéo pour pouvoir aller dire, bon, je vais te libérer dans temps, quelles sont les conditions que tu voudras? Bon, toujours est-il que ici, ça dit que c'est réaffirmer la libération totale, parce qu'avant, c'était vraiment pas une libération totale. Mais bon, c'est un signe positif. Je dis bien vers la décrispation, parce que sa détention était inexplicable et inexpliquée. D'accord. Alors, le Burkina Faso n'est pas seul. Il y a également le cas du Mali, où après 6 mois de sanctions économiques et financières, la CEDEAO a décidé de les lever. N'est-ce pas là une victoire d'État pour Assimi Goïta, juge Ouédraogo? Avant de répondre à cette question, je souhaitais quand même dire un petit mot sur la question de la libération du président Roch-Marc Christian Kaboré. Moi, j'attends de voir cette prétendue liberté totale. Parce que le communiqué du ministre porte-parole du gouvernement indique, fait référence en fait à leur communiqué du 6 avril, où il dit déjà qu'il était dans une liberté totale. Or, on sait que d'avril à maintenant, le président Kaboré n'était pas dans une liberté totale. Et donc, quand on se réfère au communiqué du 6, soit il y a quelque chose qui cloche. Parce que le 6, évidemment, le président n'était pas libéré. Le porte-parole avait dit à l'époque qu'il est libre de tous ses mouvements. Et par la suite, on a compris que, en fait, c'était une sorte de résidence surveillée. Maintenant, on nous dit encore qu'il est libre totalement, conformément au même, comme il l'avait dit le 6 avril. Et si c'est conformément à ce qu'ils avaient dit le 6 avril, ça veut dire qu'il n'est pas encore libre. Mais attendons de voir, même si certains, par ailleurs, proches, ont dit qu'il était libre. On attendra de voir, parce que la liberté de quelqu'un ne se proclame pas, ça se constate. Constatera si effectivement le président Kaboré est libre ou pas dans les jours à venir. Mais une fois de plus, ce n'est pas un objet majeur comme préoccupation pour les Burkinabés aujourd'hui. Mais dans tous les cas, on attend de voir, parce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, malheureusement, dans leur façon de communiquer, nous ont habitués à des rétropédalages qu'on ne comprend souvent pas.
Pour revenir au cas du Mali, je ne pense pas que ce n'est pas une victoire de Goïta ou une victoire de la CEDEAO. Moi, je ne considère pas ça comme ça. Initialement, les autorités maliennes avaient voulu 5 ans. Et ils avaient dit pourquoi ils voulaient 5 ans. On les a contraints à 2 ans et demi. Bon, eux-mêmes ont fini par reculer du fait de la pression pression sauvage qui a été abattue sur le peuple malien. Parce que ce n'est pas de gaieté des cœurs. On a essayé d'asphyxier économiquement le Mali. On a essayé de tuer à petit feu le peuple malien. Et Dieu seul sait combien ce peuple-là a souffert de cette répression sauvage que la CEDEAO a abattue sur le peuple malien. Même la Cour de justice de l'UEMOA avait réclamé que ces sanctions-là puissent être levées urgemment, mais ils ne l'ont pas fait. Maintenant, ils ont fini effectivement par amener la transition à 2 ans, 2 ans et demi. Bon, qu'est-ce que ça change dans le vécu quotidien des Maliens? Moi, c'est ça. Parce que nous devons véritablement réfléchir à faire en sorte que ce soit la démocratie qui s'adapte à nous et à nos préoccupations. Les calendriers électoralistes, on l'a dit dans le cas du Burkina, ça ne résout pas les problèmes. Quand on ramène la transition à 1 an, à 6 mois ou à 10 ans, qu'est-ce que ça change véritablement dans le quotidien des Maliens en proie à la question sécuritaire depuis 10 ans? Et la levée spécifique des sanctions économiques. Voilà. Non, la levée, c'est une bonne chose. C'était même une aberration. On l'a condamné. Heureusement, la CEDEAO revient à la raison. Ce n'est pas un cadeau qu'ils offrent au peuple malien. Le peuple malien s'est battu pour obtenir la levée de ces sanctions en saisissant la Cour de justice de l'UEMOA, en se battant, en donnant de la voix, en indiquant que ce n'était pas normal. C'était même honteux. Donc ce n'est pas un cadeau que la CEDEAO offre au peuple malien. C'est l'aboutissement de l'ensemble de combats qui ont été menés ces derniers mois, aussi bien par le peuple malien que par les autres peuples africains qui ont condamné cela. Donc les chefs d'État reviennent à la raison, Dieu merci. Mais je dis que le problème malien demeure. L'instabilité est toujours là, l'insécurité est toujours là, la pauvreté est toujours là, le pillage des ressources de ce pays-là est toujours là. Comment on résout ça? Comment on adresse au quotidien les problèmes des Maliens? C'est ça l'enjeu. Sinon, quel que soit le nombre d'années qu'on aura à donner, si les problèmes qui ont conduit le Mali dans cette situation ne sont pas réglés, on va organiser des élections dans 2 ans, mais quelque temps après, soit le peuple va se révolter, soit l'armée va encore s'inviter dans le jeu politique. Donc pour moi, il faut poser les questions de fond qui ont entraîné ces problèmes-là. Il ne faut pas s'en tenir à résoudre les effets. Quelles sont les causes profondes de ces crises multiples et multiformes-là et comment on les résout définitivement? On n'a pas voulu écouter les autorités maliennes, on a voulu en faire comme ça à la tête en tenant compte simplement de textes. Mais le texte, c'est les humains qui les écrivent. C'est vrai qu'il faut respecter les textes, mais une fois de plus, je le dis, quel texte de la CEDEAO dit que quand on fait un coup d'État, c'est 1 mois, c'est 2 mois, c'est 6 mois ou c'est 12 mois? Le délai raisonnable, là, c'est quoi au juste? Qu'est-ce qu'on met dans le délai raisonnable? En quoi 2 ans, c'est raisonnable? Quand on est par exemple dans le cas du Burkina, avec tout ce que nous vivons, mais 2 ans, ça devient comme un enfer. Si on va tenir encore 2 ans dans la situation qu'on a vécue pendant les 5 mois, mais le Burkina va disparaître. Donc dans le cas du Mali, je dis 2 ans, 6 mois, 5 ans, 10 ans, ce n'est pas ça le problème. Posons les problèmes de fond. Asseyons-nous, discutons des modèles d'institutions qui nous conviennent le mieux et qui permettent de résoudre les problèmes de nos populations. C'est ça l'enjeu. Tout le reste là, c'est du folklore. D'accord, vous avez parlé des problèmes d'institutions et on sait qu'en revanche, la CEDEAO s'oppose fermement à la participation des autorités actuelles de la transition malienne à l'élection présidentielle. Quel est votre regard, juge Vahar? Donc, je crois aussi que ça, c'est quand même un peu logique. Hein. On ne peut pas faire un coup d'État et puis lorsque, pour le Mali, il y a un coup d'État d'un coup d'État. Et puis lorsqu'il y aurait un passage à l'ordre normal, c'est encore vous qui venez. Le texte avait été changé. Ça, oui, mais quand on regarde dans ce qui est en train d'être fait aussi au Mali, il y a que les derniers textes disent que le militaire peut
candidater pour peu que 4 mois avant, il aille en retraite anticipée. C'est ce qui est dit, non, dans les nouveaux textes. Maintenant, quand vous regardez, il est interdit au président de la transition, selon les textes de la charte, de candidater. Maintenant, si Goïta démissionne, il n'est plus président de la transition. S'il prend une retraite anticipée 4 mois avant, je pense qu'il peut candidater. Donc, il est un couloir possible. Je crois que c'est ce qui a été entrevu par la CEDEAO et pour lequel cette CEDEAO-là voulait qu'il y ait de façon claire quelque chose de décidé. Et quand vous regardez, on parle de sanctions financières et tout qui sont levées de façon immédiate pour ce qui est du Mali, mais les autorités de transition restent encore dans les carcans de décision qui ont été prises un peu avant les concernant. Donc ça, c'est maintenu concernant ceux-là. Maintenant, tout à l'heure, vous posiez le débat de la question de la levée de tout ça, mais moi, il y a quelque chose qui me dérange fortement. Il faut qu'on accepte que sur ce chapitre-là, la CEDEAO a échoué. Ils sont partis sur un principe, pensant que, asphyxiant le Malien, il y aura une répercussion sur les militaires au pouvoir qui seront vomis et très vite. Peut-être qu'ils obtiendront ce qu'ils voudront en resserrant les taux autour. Mais c'est l'effet contraire que cela a créé. Il y a un capital sympathie plus grand à l'endroit des militaires qui sont au pouvoir au Mali. Et là, plus au piège, ils sont coincés. Il y a un Mali qu'on est en train d'asphyxier, qui ne met pas une pression outre mesure sur ceux qui sont au pouvoir. Et on est là, on est en train de regarder. Et pendant ce temps, tous les autres pays ont leur population qui trouvent que voilà, une décision qui ne s'explique pas. Qu'est-ce que les Maliens ont fait pour mériter ça? Maintenant, quand on se retrouve à chaque fois, je parle de nos chefs d'État, vous écoutez Kassibou, lorsqu'il faisait son bilan un peu en matinée hier, il disait quoi? Il parlait de l'avancée de la menace terroriste jusqu'au bord des mers. C'est ce qui est en train de se faire. Mais ça veut dire qu'il y a un échec. Mais quand vous vous rencontrez à chaque fois, vous discutez, c'est pour prendre des décisions punitives, c'est pour prendre des restrictions. Mais quand est-ce que vous mettrez dans la balance la question essentielle? Qu'est-ce qu'on fait pour ces pays du Sahel? Qu'est-ce qu'on fait pour le Mali, le Burkina? Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui sont dans l'épicentre de cette menace terroriste-là, pour que ça ne nous gagne pas? Comment est-ce qu'on va ensemble sur cette question? On a l'impression que chacun des pays réfléchit sanctions, chacun s'assoit, se disant, bon, on va se barricader, ça ne va pas descendre sur nous. Regardez le Togo. Ils ont état d'urgence décrété dans une partie. Regardez le Bénin. Ils ont commencé à être frappés. Donc c'est en train de s'étendre. Quand on déplace le problème, on n'a pas la solution adaptée au problème qui est posé. Et là, il y a des terroristes qui sont en train d'adapter sur le terrain leurs forces de nuisance et ils sont en train de progresser, Et nous, on est en train de retarder sur des difficultés qui ne sont pas majeures. Et on est en train de créer des problèmes dans le problème. Et avec le cas malien, on a perdu autant de temps à asphyxier le Mali. Pourquoi? Pour revenir à ça? C'est un échec. Pour moi, de la CEDEAO. Ils se sont trompés dans leurs décisions. Maintenant, il faut qu'ils remettent et ils ressentent le problème là où il le faut. C'est quelle assistance on peut apporter ensemble pour qu'on puisse restreindre cette menace-là. Parce qu'elle va grandissant. Tant qu'on ne réfléchit pas comme ça et qu'on pose le problème autrement, je pense qu'on va vraiment se tromper. Parce que regardez le cas burkinabé. Bon, j'ai aimé quand même aussi la proposition à un moment donné de notre gouvernement qui disait notre problème il est sécuritaire. Vous voulez des délais, il n'y a pas de souci. Mais comment est-ce que vous nous aidez à régler le problème pour qu'on aille vite? Voilà une question qui est essentielle. Quand on s'assoit entre pays de la CEDEAO, pourquoi on ne discute pas de ça? Actuellement, regardez, même aujourd'hui, il y a encore un grand rendez-vous sur l'Ukraine. Pendant qu'ils sont en train d'être tapés, ils sont en train de discuter argent pour pouvoir relancer. Ils n'ont pas encore fini la guerre. Mais ils sont en train de mobiliser de l'argent pour la relance. Parce qu'ils en ont même trop déjà pour la guerre qui n'est même pas encore terminée. Nous, on se lève ici, on s'en va jouer les médiateurs dans cette crise. Et puis on revient s'asseoir pour des décisions. Quand on prend le cas du Sénégal, le président sénégalais qui était parti la dernière fois, le Mali dont on parle,
il y a en 2019 le directeur général du port, du port sénégalais qui faisait la révélation que le Mali était le premier client du Sénégal avec un excédent de 190 milliards de francs CFA, excédent commercial, la balance commerciale. Quand on regardait le Sénégal, c'est 34% de commerce avec l'Europe, 32% avec le continent, je pense 24% avec les pays asiatiques. Dans les 32% qu'ils ont avec le continent, l'essentiel c'est la CEDEAO. Et le premier sur les 500, je pense c'est 518 milliards, le premier c'est le Mali avec plus de 200 milliards de francs CFA, un excédent de 190 milliards. Et vous permettez de fermer les frontières, de verrouiller ce pays-là, mais il y a un contre-coup sur vous. Et ça, le président sénégalais, là, il en est conscient. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre des décisions comme ça, à la fois impopulaires et qui jouent contre nos économies de façon durable? C'est insensé. Alors qu'on est inquiété par le terrorisme, c'est tirer une balle dans le pied. On n'a même pas assez de sous pour s'occuper de nos populations, encore moins même pour pouvoir, renforcer en capacité nos hommes sur le terrain, parlant de la guerre, mais on se permet encore de s'appauvrir davantage. Il y a une CEDEAO qui s'est trompée. Il y a des leçons qu'il faut tirer de cela. Mais tant qu'on ne pense pas vraiment commun et qu'on pense que c'est l'autre, c'est lui qui est déstabilisé là-bas, il ne faudrait pas que son instabilité là vienne mais quand vous regardez le fond des frontières qui sont fermées, regardez Côte d'Ivoire, Burkina, est-ce que ça s'explique? On a dit Covid, c'est fini il y a longtemps la Covid. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà des questions. Qu'est-ce qui se passe? On a parlé de la libre circulation des biens et des personnes. Ça, c'est dans nos textes. Mais qu'est-ce qui fait que c'est encore fermé? On pense à comment est-ce qu'on fait pour ne pas que l'instabilité qu'on voit et qu'on pense être de l'autre côté de la frontière ne nous atteigne pas. S'ils doivent mourir, qu'ils meurent là-bas, mais ce n'est pas chez nous ici qu'ils vont venir. C'est comme ça qu'on réfléchit. Et je pense que c'est là où on se trompe. D'accord. Il y a également le cas de la Guinée qui échappe des sanctions avec seulement 1 mois de sursis. Qu'est-ce qui coince avec la Guinée, juge Boukman? Non, je pense que ce qui coince avec la Guinée, c'est la définition de ce qui est prévu comme chronogramme et tout. Et entre le couloir aussi des chefs de l'État, c'est difficile d'avoir un certain nombre d'informations. Mais la réalité aussi, c'est que quand on regarde l'évolution des pays, que ce soit au Burkina, au Mali ou en Guinée, on ne peut pas aussi faire l'économie de cette main extérieure qui guide les choses ou qui téléguide les choses. Pour le cas malien, on a vu le président Macron sans gêne, toujours dans son, excusez-moi du terme, dans son arrogance, comme on appelle ça, à toute épreuve, dire qu'il donnera l'ordre à Bamako, au président du Ghana, Nana Akufo-Addo, homme de main d'Alassane Ouattara d'ailleurs, donc pour pouvoir prendre les sanctions rapidement contre le Mali et puis la France va suivre. Rappelons-nous que quand le Mali avait été sanctionné, on ne sait pas d'où vient cette idée que Air France refuse d'atterrir au Mali parce que la CEDEAO a sanctionné. Je crois de mémoire, vous n'êtes pas un pays de la CEDEAO. Mais après, c'est cette même Air France qui a négocié pour revenir atterrir. Aux grandes dames maintenant des compagnies ouest-africaines qui sont là, qui ne desservent plus Bamako. Donc pour revenir à votre question, il y a ces mains extérieures là qui à un moment donné téléguident les choses. Pour le cas guinéen, alors, difficile d'expliquer parce que le cas guinéen c'est pas la même chose que le cas malien et burkinabé où il y a un terrorisme à faire face. Quelqu'un n'a pas respecté les comment on appelle ça, à manipuler les institutions pour se faire réélire. Vous avez sifflé la fin de son mandat. Pour normaliser la situation, on n'a pas besoin d'autant de temps. À moins qu'il y ait autre considération, à moins qu'il y ait autre chose. Si c'est pour ça, on n'a pas besoin d'autant de temps, d'autant de durée pour rétablir les choses et puis passer à, je dis bien, à autre chose. Mais on a l'impression aussi que Doumbouya a bien pris sa chose en main et puis assure comme il entend. Donc, qu'est-ce qui coince avec la Guinée? Pour le moment, je ne saurais le dire. On attend certainement pouvoir, dans le sursis qui est en train qui a été donné, de savoir réellement ce qui va se passer. Alors, très rapidement, vous avez parlé du problème des délais. 2 années pour le Burkina, également presque 2 années pour le Mali. Et on a ce cas de la Guinée où, pour le moment, les choses coincent. Et il y a aussi ce passage entre Umaro Sissoko Ambal, qui remplace Nana Akufo à la tête de la CEDEAO. Quel bilan peut-on faire?
Bon, pour le cas de la Guinée, c'est exactement la même chose que les autres pays, à la différence que, bon, là-bas, ils ne font pas face à une situation sécuritaire extrême. Et les enjeux là-bas sont d'ordre, à mon avis, géopolitique, géostratégique. Et il y a la main de l'extérieur qui guide les choses en Guinée et qui explique que les choses traînent de cette façon-là. Sinon, il n'y a pas de raison effectivement que les choses piétinent là-bas. Il n'y a pas de raison. Mais, comme je l'ai dit, il appartient à la classe politique guinéenne, au peuple guinéen, de décider ce qui est bien pour lui. Il y a toujours des possibilités quand le peuple se met debout. Quand le peuple n'en veut pas, il y a toujours des mécanismes. Et on l'a vu dans l'histoire des luttes. C'est vrai que les peuples ne sont pas les mêmes, mais je reste persuadé que la CEDEAO doit continuer les discussions avec la Guinée, et qui est l'un des pays les plus riches de l'Afrique de l'Ouest, il faut le dire, mais qui est pris dans un étau d'exploitation éhonté de la part de certaines puissances et qui explique qu'il n'arrive pas véritablement à prendre son envol. Et ce, depuis 1958, quand ils ont dit non au général de Gaulle. Mais dans tous les cas, je pense que tôt ou tard, les Guinéens parviendront en tout cas à un consensus et les militaires ne s'inviteront plus jamais dans le jeu politique. C'est l'enjeu majeur aujourd'hui. Comment faire en sorte que les militaires vraiment restent dans les casernes, parce que la remise en cause perpétuelle de nos institutions de cette façon-là ne sont pas de nature à faciliter les choses et à favoriser le développement. En termes de bilan pour Nana Akufo-Addo, bon, on va retenir que ça a été une présidence de crise où la CEDEAO a été véritablement ébranlée. Et pour Embalo, je pense que c'est une opportunité de poser sur la table la nécessaire refondation de la CEDEAO elle-même, parce que c'est une institution qui est aujourd'hui dépassée, qui n'est plus à la hauteur des enjeux, qui n'est pas à l'écoute des populations, qui ne répond pas aux préoccupations quotidiennes des peuples de l'espace de la CEDEAO. Donc je pense qu'Embalo doit être dans cette dynamique-là de réformer, de refonder, avec bien entendu l'appui de ses pairs et tenant compte justement des différents échecs que cette CEDEAO-là a connus face donc aux enjeux de la sous-région. Alors très rapidement, Juge Baha, le mandat du président Nana Akufo à la tête de la CEDEAO, quel bilan peut-on faire? Je pense qu'il a fait quand même 2 mandats, parce qu'il était obligé de convoquer des sommets extraordinaires du fait de coups d'État. Donc ça donnait déjà un peu comment c'était tumultueux son mandat. Et puis moi je me rappelle aussi, il y a, je pense, en tout cas quand il s'agissait des premières rencontres sur les coups d'État à répétition, il était un peu agacé. Il avait dit qu'il était temps de mettre ces pays-là un peu au pas. C'était dans son discours d'ouverture, on le sentait vraiment agacé. Mais bon, il a fait ce qu'il pouvait avec les moyens qu'il avait et avec les chefs d'État avec lesquels il était, et puis de la façon qu'il pouvait. Et précisons aussi que les uns et les autres voulaient qu'il continue. Parce qu'ils estimaient que Umaro Embalo Sissoko, dans son pays, c'était un peu instable. Est-ce que, bon, lui donner la présidence, c'était bon et tout? Il y a beaucoup qui ne voulaient pas forcément. Mais il y a le président ghanéen qui lui-même ne voulait même plus continuer. Parce qu'aujourd'hui, il est rappelé et ramené à ses affaires domestiques. Rappelez-vous que la semaine dernière, il y a eu des manifestations avec plusieurs arrestations au Ghana sur la question de la vie chère. Ils ont atteint un niveau d'inflation sans commune mesure dans notre espace. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en train de l'inquiéter fortement. Donc, il est plus ramené à ses affaires domestiques, venir s'asseoir et convoquer des rencontres pour parler des autres pays. Je pense que ça, ce n'est plus le temps pour lui. Maintenant, en même temps avec Umaro Embalo Sissoko, il faut espérer qu'il y ait une autre façon de faire les choses, même si on sait que la présidence, vous êtes un peu dans un genre de carcan, mais je pense que les vérités dites au président ivoirien il n'y a pas si longtemps, qui lui disait petit frère, il a dit non, on est un chef d'État, sur certaines questions qui concernent les autres chefs d'État. Je pense que cette façon de trancher et de se dire que chacun pèse autant qu'il peut et autant qu'il vaut
pour un pays dans ce même espace-là, ça peut donner beaucoup à comprendre. Parce qu'on a l'impression que aussi au sein de cette CEDEAO, il y a un genre de polarisation avec certains qui pensent avoir plus de poids que d'autres et devoir donner des leçons aux autres. Peut-être qu'avec lui, on pourra avoir quelque chose de différent et c'est ce qu'on peut espérer. D'accord. Alors, 10 secondes, juge Bougma, vous attendez sur la nouvelle présidence d'Embalo Sissoko. Donc, c'est d'être juste dans les choix et dans les décisions en ce qui concerne les peuples. C'est ramener la CEDEAO à la dimension peuple et non à la dimension président, entre présidents, comme on l'a vu avec Nana Akufo-Addo. C'était vraiment un club des chefs d'État qui décident sans tenir compte des réalités des populations. Donc, j'ai dit, c'est d'être juste dans une gouvernance, dans l'un comme dans l'autre, c'est d'être juste et appliquer ce que les textes ont dit sans calcul. C'est ce que j'attends. Ok. Et c'est ici que nous mettons un point final à la première convocation de la semaine. Je rappelle qu'il était question au cours de cette émission des conclusions du sommet des chefs d'État de la CEDEAO sur les cas du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. Merci aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés à la radio comme à la télé et merci à vous qui l'avez suivi également. Prenez du plaisir à toujours rester fidèle au programme de Truth TV et Watt FM. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir.